Bon, c'est quelques images rétrospectives de la course, hein, le MDS que vous connaissez bien, qui va fêter son 32e anniversaire au mois d'avril prochain. Donc certains parmi vous ont connu la 3e édition, mon cher Lutfi, n'est-ce pas? Avec un mariage d'un couple français et d'un couple de Marocains. C'est plein de souvenirs émouvants depuis 84, l'expédition en solitaire jusqu'à aujourd'hui, avec des tas d'anecdotes, des tempêtes de sable, des crues torrentielles que le Maroc n'a pas connues en 50 ans, qu'on a connues lors de l'édition 2009. Vous allez voir des images tout à l'heure. Voilà, la création de l'association. Vous allez voir notre ami Hicham El-Guerrouch, qui est un des parrains de l'association. Les inondations torrentielles. Voilà, c'était complètement dingue ce qui est arrivé cette année-là. On a réussi quand même à faire un itinéraire, malgré qu'on ait déchiré le roadbook et on partait chaque jour pour aller faire l'étape du lendemain. C'était un peu risqué, mais finalement, on est toujours récompensé de ses efforts et puis tous les concurrents y croyaient tellement que voilà. Voilà, l'UNICEF, 4 ans, le partenariat se termine cette année. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on va continuer de faire, mais la solidarité est toujours présente d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on crée un centre à Ouarzazate cette année, qui va être la continuité de ce qui existe depuis 5 ans, sauf on achète un terrain et on construit un centre beaucoup plus adapté pour les enfants. On va expliquer pourquoi on arrive aussi à tout ça, à être là ensemble pendant la COP, parce que c'est un moment important, dont toute l'équipe du marathon et tous nos amis qui sont là sont très très fiers. Parce que franchement, le Maroc a une chance incroyable, ce que nous, on ne peut jamais imaginer en France avec des chefs d'État qui sont élus pour 5 ans. Vous avez un souverain qui a une vision de vouloir en 2030 avoir 52% d'énergie à travers le solaire, l'hydraulique, l'éolien. C'est une vision complètement incroyable. On a pris tellement de retard. Enfin, c'est Yann Arthur Bertrand qui avait filmé ces images. Très très belles images. Donc en fait, pourquoi le marathon a décidé de faire quelque chose et de réunir des amis? C'est tout simplement parce que dans Marathon des Sables, il y a autosuffisance alimentaire, il y a gestion hydrique, il y a gestion des énergies, gestion des ressources, préservation de l'environnement, et puis également social, partage. Donc toutes ces valeurs de la course, on les retrouve avec les valeurs qu'on a envie de véhiculer aujourd'hui à travers la COP, qui nous sensibilise tous, les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle le marathon réunit quelques intervenants qui vont intervenir en premier. Ce sera Frédéric Lohenaf, qui est le gérant de la société PLH et en même temps le créateur du projet EcoArc. Il va nous en parler tout à l'heure avec un petit PowerPoint. Il y aura ensuite notre ami Jean-Philippe Goutte, qui lui est le président de la société Cap Energia. Et puis Mehdi Alaoui Mdagri en tant que président de Planète Citoyenne et également cofondateur avec Messire du Morocco Solar Festival qui a fêté sa 3e édition au mois d'octobre dernier, il y a un mois exactement. Donc en fait, tout ça, ces énergies qu'on dépense dans le désert, la préservation de l'environnement, tout ce qu'on a essayé de faire, c'était un petit peu un laboratoire à ciel ouvert. Et depuis de nombreuses années, on teste comment alimenter le bivouac avec des énergies alternatives, solaires notamment. On avait des camions comme ça qu'on a utilisés, des panneaux solaires déployants sur des gonflables pour alimenter le médical, le PC Press, les emails des concurrents ou alimenter l'éclairage de certaines banderoles. On a par exemple avec Sidi Ali, qui est un de nos partenaires, on a créé un brumisateur d'eau. Évidemment, on ne va pas prendre l'eau saumâtre des puits ni de l'eau minérale, ce serait un peu déplacé, surtout que la vie dépend de l'eau dans le désert. Là, j'ai vu des images qui me rappellent ma jeunesse. Donc, on a un dépotabilisateur que Jean-Philippe a mis sur pied, qui à la fois servent pour ça, mais également vont servir cette année pour les aliments de cuisine, pour également nettoyer la vaisselle de chacun, pour éviter qu'on gaspille des trucs en plastique. Chacun va avoir sa vaisselle pour la course, pour la semaine. Il va la laver en sortant avec le potabilisateur. Donc voilà, on fait avancer des choses comme ça. Il y a une nouvelle génération de batteries dont Jean-Philippe va nous présenter un exemplaire qui sera certainement utilisé sur la course l'année prochaine. Tu nous donneras des exemples concrets de puissance, de ce qu'on peut remplacer, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ça. Mehdi, Planète Citoyenne, c'est aussi éveiller les consciences des petits. On le fait avec le Festival solaire, l'or est dans le ciel. Les générations futures, c'est quand même l'avenir de la planète. Vous savez qu'on est la dernière génération à pouvoir faire quelque chose.
Parce que c'est quand même, faut quand même se dire que c'est quand même grave ce qui se passe depuis de nombreuses années. On arrive là dans une zone rouge. Depuis Rio en 92, les pays se sont réunis 21 fois, sur la 22e fois. À part l'an passé, la COP21 où ça a commencé à bouger, et la COP22, c'est l'action. C'est ce qu'a entrepris Sa Majesté avec le plan solaire marocain, quand même une vision complètement incroyable, c'est un exemple pour le monde entier. Et moi franchement je suis fier, je vous dis franchement qu'à travers le marathon qu'on a commencé à créer en 90 avec 23 concurrents, et qu'aujourd'hui l'aventure continue avec autant de passion et autant de plaisir, et que les valeurs qu'ils ont toujours guidées, l'état d'esprit est toujours présent, tout ça c'est toujours présent, on a envie de continuer de le faire, et puis Sa Majesté, ça fait quand même 21 années consécutives qu'il nous accorde sa confiance, sa bienveillance. Donc pour nous, c'est une immense fierté de partager ce petit moment, modestement, d'expérience à travers le MDS, à travers des amis proches, parce que tout ça, évidemment, quand on fait des choses avec plaisir, on partage des choses avec des hommes et des femmes avec qui on est complice et qui, eux aussi, ont envie de travailler pour un monde meilleur. Donc je crois que c'est important qu'on ait cette conscience-là, que demain, les guerres pour l'eau, sur la planète, ça va devenir gravissime. Les guerres pour l'énergie, ça va devenir gravissime. Le nouveau président américain avait dit qu'il voulait supprimer, remettre en question les accords climatiques de Paris. J'espère qu'il ne va pas le faire, comme des tas de choses qu'il a dit d'ailleurs. Mais enfin, l'avenir nous le dira. En tout cas, je suis très très heureux qu'on soit là tous ensemble pour parler un petit peu de ça, à travers ces images, à travers ces 30 ans d'expérience où on a installé une dizaine de stations de pompage photovoltaïque pour des nomades, où on a fait des dispensaires, on a creusé des puits, on a fait des coopératives. Petit à petit, voilà, il y a l'école de sport maintenant qui est créée à Ouarzazate, dont Hicham est un des parrains en tant que sportif de haut niveau. Donc cette année, ça devrait sortir de terre dans quelques mois, j'espère, les premiers travaux. C'est long, les autorisations, l'administration, les chantiers, mais on est très très heureux parce que c'est des choses qui nous donnent tellement de plaisir quand on voit ces petits bouts de choux. Ils sont 250 par an à vouloir s'inscrire et apprendre toutes les disciplines de l'athlétisme diverses et variées, sans hauteur, sans longueur, javelot, course de haie et j'en passe. Donc dès qu'on va révéler des futurs champions. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de bonheur sans partage. Aujourd'hui, si on n'est pas éco-citoyen, si on n'a pas la conscience qu'on doit être des exemples pour nos enfants, pour les générations futures, Mehdi nous dira aussi quels sont les comportements peut-être minimum qu'on doit avoir dans la vie, chaque citoyen. Et je pense que cette COP, c'est un élan incroyable pour plein d'entreprises aussi, qui ne faisaient rien avant, et qui là ont attrapé le train en marche. Et ça, c'est positif. Il y a une énergie maintenant qui prend tout le monde, qui nous pousse tous vers cette direction-là, vers cette prise de conscience qui fait que là c'est quand même très très grave où on va. Donc c'est maintenant, c'est l'action, c'est ce que le Maroc a décidé et c'est ce que le monde entier va regarder. Il y a 194 chefs d'État qui arrivent là le 15, c'est un rendez-vous mondial incroyable. Donc on est très fiers modestement d'être là. Je remercie mes amis, certains partenaires, nos amis journalistes qui ont accepté de venir malgré les difficultés de transport, de différentes manifestations qui ont lieu au même moment, c'était le cas ce soir notamment. Donc voilà, on est là en tout cas, on marque notre petite empreinte et on va essayer de vous faire partager un petit peu notre petite expérience de trouver des solutions qu'on a testées dans le désert avec des températures extrêmes. Frédéric, lui, a un projet intéressant dont il va nous parler maintenant, qui est le projet EcoArc, dont il est le promoteur et le créateur. Et ça aussi, c'est une démarche citoyenne. C'est pour ça qu'on a tenu à ce qu'ils soient là, qu'ils prennent la parole. Sur 5 hectares, cette micro-ville produira plus d'énergie qu'elle n'en consomme. On va utiliser cette énergie pour alimenter en micro-irrigation une trentaine d'hectares. On va créer une agroforesterie et permaculture parce que tous les spécialistes disent que c'est ça qui nourrira la planète dans le futur. On sera obligé de produire à côté de l'endroit où on consomme, ce qui est logique, ça évitera le transport. Donc faisons dès maintenant ce qui se fera plus tard. Et répartir, comment on va faire pour garder cet équilibre ?
Quand la récolte de cette forêt qui nourrit, et ça nourrit bien, c'est-à-dire que si on fait ça selon Pierre Rabhi, c'est un spécialiste là-dedans, si on fait ce qu'il dit, il y a de quoi nourrir beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Donc on va aller chercher tous ces spécialistes-là et on va faire ce qu'ils ont dit. Nous, on est juste là, moi j'ai rien inventé, j'ai synthétisé. Mais d'une façon pragmatique, on va le faire. Parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Donc le revenu de cette agroforesterie, quand il va arriver, on va le partager en 3. On va le faire, pour l'instant, 100% du capital revient au capital. Nous, on va faire différemment. Un tiers, ce sera pour l'humain, c'est-à-dire les paysans qui rentrent dans le concept. Ils viennent avec leurs terres qui sont lessivées. Nous, on fait les investissements de micro-irrigation, les plants, l'énergie, pour recréer l'écosystème. Et eux, ils apportent leur travail, leurs terres. Ils ont un tiers de ce que ça va produire. Il y a un tiers qui va être commercialisé, avec lequel on rachète des tuyaux, de la micro-irrigation. Qui est hyper intéressante pour donner une espèce d'autosuffisance. Mais d'autre part, je pense à quelque chose, parce que quand on a pris conscience de ça dans le marathon, c'est qu'on a fait notre bilan carbone. Et quand on fait un bilan carbone, on a un résultat. Et si on veut consommer moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc on va tout faire pour les réduire. C'est une chose. C'est ce qu'utilisent beaucoup d'entreprises aujourd'hui pour dire on communique sur l'environnement, sur la COP ou autre. J'ai même vu un article avec des avions écologiques. Évidemment, on peut réduire la capacité de pollution des moteurs, etc. Mais ce qui compte, c'est de compenser ces émissions de gaz à effet de serre. Il ne suffit pas non plus de dire on réduit, il faut réfléchir pour réduire, trouver des solutions alternatives, mais il faut les compenser. Et peut-être que cette compensation financière, et on peut se le permettre, puisque moi je parle d'un exemple concret, une compagnie aérienne qui s'appelle Transavia, qui est mon transporteur officiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est réunis, qu'on a travaillé ensemble. On partageait les mêmes valeurs avec le PDG. Il dit Patrick, ça m'intéresse, je veux qu'on travaille ensemble, parce que nous on est pro-environnement et on compense nos émissions de gaz à effet de serre grâce au bilan carbone qu'on fait, on sait où on va et on met de l'argent pour replanter, pour faire des choses concrètes. Et ça, si on imposait demain à toutes les entreprises obligatoirement de compenser ces émissions de gaz à effet de serre, ça ferait que ces 2% du chiffre d'affaires de chaque entreprise iraient pour ramener ces milliards de dollars dont on a besoin. Je vais passer la parole à Jean-Philippe Bout, un ingénieur qui lui est un géotrouve-tout, un professeur tournesol, qui crée et qui est venu tester aussi avec nous du matériel dans le désert. Et chaque année, il se projette pour trouver d'autres solutions alternatives, aller encore plus loin, encore mieux. Et voilà, c'est à toi la parole. Merci Patrick. Voilà, je rejoins un petit peu la présentation qui a été faite juste avant, parce que effectivement, il y a des choses intéressantes, mais après, c'est comment on le fait, quelles sont les solutions qui existent, est-ce que les solutions actuelles sont les bonnes ? Et donc, j'ai essayé de vous en présenter très rapidement quelques-unes. J'avais une petite présentation sur l'entreprise, mais coupe-la ou mets une photo, parce que je pense que je vais rebondir plutôt sur ce que vous avez fait, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, des solutions écologiques pour tous. Finalement, qui nous sommes, Captenergia? Alors, vous pouvez voir du Captenergie, du Captenergia, c'est parce que la société a été créée en France, donc Captenergie. Et puis, pour des raisons notamment de soleil, j'ai migré en Espagne, donc c'est devenu Captenaria. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez un petit peu les deux. Qui nous sommes? Nous sommes une société assez récente, puisqu'on a 5 ans d'existence. Et notre idée, ce ne sont pas de vendre des produits, mais d'apporter des solutions pour répondre justement aux besoins de nos amis. L'eau douce, l'eau saumâtre, qu'il y a beaucoup par exemple au Maroc et en Afrique. Donc une eau saumâtre, c'est une eau qui possède jusqu'à 5 grammes de sel au litre. Et l'eau dite salée jusqu'à l'eau de mer, donc dessaler l'eau. Et à chaque fois, le résultat sera le même. On aura exactement la même qualité d'eau en sortie. On pourrait prendre, ici, d'ailleurs, j'ai fait un petit montage, on pourra le tester tout à l'heure pour ceux qui seront courageux. On était chercher l'eau dans un canal du côté de chez Patrick. Et à la sortie, moi, je m'engage en tout cas à boire l'eau. Et je vous le ferai tout à l'heure, et comme ça vous permettra de voir le système. L'idée, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle eau, donc de l'eau de mer, de l'eau saumâtre, de l'eau douce, polluée, pas polluée, des rats crevés dedans, tout ce que vous voulez, et on est capable de sortir une eau pure. Et cette eau pure, on la sort à 0,0382 € le litre. Par rapport à l'euro que je vous donnais tout à l'heure, où on achète la bouteille d'eau minérale. Ça veut dire qu'en fait, il faut 2 litres par jour et par personne. Donc on va arrondir à 4 centimes d'euros, avec 8 centimes d'euros, on règle le problème d'accès à l'eau potable pour une personne.
Je vous laisse faire des calculs pour 1 million de personnes. Ça coûte rien à l'échelle de la planète. Ça coûte rien pour régler le problème de l'eau. Donc nous, on apporte une solution. Après, il est vrai que quand on va présenter ça dans les pays d'Afrique, le problème, c'est que à la COP21, il s'était beaucoup dit qu'on allait sortir du problème par l'Afrique, mais sauf qu'on ne leur dit pas comment ils vont payer, puisqu'ils n'ont pas automatiquement tous les moyens. Donc on est en train de créer une espèce de boucle avec des solutions qui vont être posées en Europe. Ces solutions-là vont permettre de récolter des fonds par le biais d'associations qui seront réinjectées pour permettre aux Africains d'avoir l'eau finalement. Donc voilà un petit peu ce genre de produits. On peut faire des produits comme cette valise qui traite 50 litres d'eau à l'heure, pure. Et on va jusqu'à des containers qui produisent jusqu'à 5000 litres jour. Alors 5000 litres jour, c'est un village de 2500 personnes. Et je rejoins un petit peu l'éco-arche, puisque le concept de tout ce qu'on fait, que ce soit l'énergie ou que ce soit l'eau, c'est de mettre en place des solutions locales. Ça ne sert à rien d'arriver dans un pays, de vouloir mettre une usine d'embouteillage et de conception d'eau minérale si on va bouffer des kilomètres et des kilomètres et des litres de carburant pour la distribuer. Donc, quand on est sur un village de 2500 habitants, on met un container et ça suffit. Et ils ont l'eau pure, qui leur coûte pas trop cher, ils peuvent se le permettre. Et à ce moment-là, alléluia, la planète est sauvée, en tout cas de ce côté-là. Maintenant, sur l'énergie. L'énergie, il s'est dit beaucoup de choses parce qu'on mélange un petit peu les genres. C'est un peu voulu aussi, ça. On mélange le côté écologique, le côté les problèmes de la planète, mais aussi les solutions qui existent. Donc ça fait maintenant 25-30 ans qu'on voit un peu partout sur les toits des panneaux solaires. Alors les panneaux solaires existants, c'est ce qu'on appelle des panneaux solaires cristallins ou polycristallins. Je ne vais pas rentrer dans la technologie pure, mais juste le nécessaire pour que vous compreniez. Il faut savoir qu'un panneau solaire traditionnel, là on arrive à peu près à la fin de vie des panneaux solaires de première génération. C'est pas que du silicium. Il y a des matériaux qui sont rajoutés dedans pour essayer d'améliorer les performances, comme du bore. En fait, ces panneaux solaires-là, il va falloir les enterrer comme des vulgaires déchets nucléaires parce qu'ils sont ce qu'on appelle inerts recyclables. Il est impossible de recycler ces panneaux solaires. C'est quand même gonflé. Ça fait 25 ans qu'on dit aux gens « mettez les panneaux solaires, vous allez être écologique ». Et en fait, les panneaux solaires ne le sont pas du tout puisqu'ils ne sont pas recyclables. Donc nous, on travaille avec des panneaux solaires souples, de technologie amorphe, et qui sont 100% recyclables. Là où il faut faire attention aussi, je dis toujours quand je rencontre un potentiel client, je dis l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, je pense que Mehdi en dira 2-3 mots. Il y a un gros travail aussi à faire sur comment je dois consommer et de quelle façon, à quelle heure. Ce que vous voyez, c'est le corps de la batterie. Donc, il est inusable, il est à vie. C'est un modèle unique dans le sens où, à partir de ce petit module, on va pouvoir créer des batteries de 12 volts, de 24 volts, des 60 ampères, des 90 ampères, enfin toute taille, toute puissance de batterie voulue, sur un seul module. Donc, on économise aussi beaucoup, nous, les fabricants, à pas gérer des stocks énormes de modèles différents. Et en fait, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans, dans cette chose inusable? On va mettre des cellules de lithium, donc des piles, si vous voulez. Et ce qui fait que demain, si une cellule est défectueuse, on change la cellule. Quand on était au Morocco Solar Festival avec Mehdi, qui nous en dire un petit mot tout à l'heure, et sur toutes les actions de planète citoyenne, à l'instant même, on a parlé d'Haïti, et parce que c'est déjà les problèmes climatiques, on les ressent déjà. Et Haïti, les pauvres, ça fait combien d'ouragans qui se prennent? Mathieu leur a mis encore une grosse baffe, et on avait évoqué ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il a fallu 1 semaine pour envoyer 4 camions de riz. C'est un peu lamentable, non? Alors qu'il y a des problèmes d'eau, donc il y a des problèmes de choléra latents, les gosses n'ont pas de flotte, c'est quand même grave. Donc ça, des unités mobiles d'intervention pour les ONG ou des associations diverses et variées, ou des sociétés d'intervention, ça peut régler des problèmes, mais tout de suite, éviter les épidémies, etc. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Mon cher Mehdi, frère Solaire, je vais te donner la parole. Merci beaucoup d'être avec nous, mon Mehdi. Et bravo pour tout ce que tu fais aussi. Merci, mon Patrick.
C'est un bonheur, comme à chaque fois, d'être aux côtés de Patrick, à vos côtés. On se connaît un peu tous. C'est un peu la famille, la grande famille de solidarité qui s'est faite autour du Marathon des Sables. Patrick, pour moi aussi, est un modèle en matière aussi de développement durable autant que d'événementiel. Alors moi, je vais partager avec vous quelques idées comme ça, à bâton rompu, et quelques idées qui me sont venues ici pendant cette COP. Bien sûr, c'est un événement mondial, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tous les projecteurs sont braqués sur le Maroc. Mais qu'est-ce qui se passe à Marrakech? Le monde nous regarde, et puis l'ONU est là, mais on a une zone bleue, une zone verte, et pour parler de ce monde green dans lequel on vit. Alors il y a Schopenhauer, qui est un philosophe, qui a dit que toute idée passe par 3 phases. D'abord, elle est considérée comme ridicule. Ensuite, elle est considérée comme dangereuse et elle génère de l'opposition. Et après, elle devient évidente. C'est exactement ce qui s'est passé avec le développement durable. Au début, les gens disaient c'est n'importe quoi, on n'a jamais eu les moyens de concilier écologie et économie, on ne pourra pas y arriver. Et puis ensuite, on s'est dit attention, c'est dangereux, il y a des intérêts économiques. Et puis maintenant, on se dit c'est évident. Et tout le monde se lance là-dedans. Et franchement, quelles que soient les raisons, au Maroc, c'est parfois un peu, vous connaissez tous le jeu Jacadi. Et donc, voilà, Jacadi, c'est-à-dire le roi a dit qu'il fallait se lancer dans le développement durable. Et c'est également une bonne raison pour se lancer là-dedans. On voit tout un tas d'entreprises qui étaient hier des pollueurs en train de mettre en place des programmes de RSE, des programmes de développement durable, des cycles de formation, et c'est utile, quelles que soient les raisons pour lesquelles on se met là-dedans. Elle est partie, Nadia. Elle est là, Nadia. Parce que tu es précurseur, là, tu as commencé il y a 4 ans, une maison complètement écolo, autonome en énergie, et c'est pas facile parce que trouver les bonnes ressources, les bons experts, et ça c'est vraiment formidable. Et nous on termine un projet à Marrakech aussi, d'une maison qui va être autonome en énergie, avec une ferme solaire, avec un potager bio. Voilà, c'est aussi chaque démarche, on disait, qui est individuelle, qui compte aussi. Les petits rues font les grandes rivières, donc il faut continuer chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Tu as commencé à faire une première maison, puis une deuxième, troisième, et le village va naître. Et l'idée séduit des gens parce que dans ton projet, il y a de l'éthique, il y a une démarche. Et c'est aussi ça qui est important, c'est dans ce qu'on fait et pourquoi on est là ce soir, c'est parce que on essaie de donner un sens à notre existence. On n'est pas né là que pour aller boire des coups, faire des gosses, rentrer du boulot, se coucher. Je pense qu'il faut qu'on ait des choses qui nous excitent un petit peu les neurones et puis qui nous donnent envie de partager. Hein, il n'y a pas de bonheur sans partage, et c'est important de donner un sens à notre vie et qu'on prenne du temps pour ça, sur notre quotidien, sur nos gestes, sur l'attention qu'on peut donner aux uns et aux autres. Voilà, du temps, de la bienveillance, de l'amour. Voilà, on va terminer là-dessus, s'il n'y a pas une autre question. Oui, il une question, vas-y. Sur la partie environnementale aussi, quand on a passé beaucoup de temps à aller lire toute la théorie en fait, parce qu'il y a énormément de choses, même la charte de l'environnement marocaine, c'est un pavé comme ça, mais c'est bien, tout a été dit. Le problème c'est qu'il y a très peu d'expérience pratique. Alors il y a beaucoup de gens qui chacun dans son coin fait des choses dans l'environnement, mais il y en a un il va faire des abeilles, l'autre il va faire quelque chose, et c'est nécessaire de faire les abeilles. Mais personne ne regardait le problème d'une façon globale et en regardant dans la continuité, c'est-à-dire avec pragmatisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, chacun va faire des petites choses, mais il faut trouver une vision globale. C'est-à-dire, nous, on va traiter sous un angle, qui est l'angle de la globalité, de trouver l'équilibre. Moi, ma vision, c'est pas que moi je vais faire tout seul. Je mets la base, et après, je vais aller chercher, comme quand on fait un salon, on donne un thème, c'est un projet pilote, mais c'est pas avec mon expertise. C'est-à-dire que quand tu fais un salon, tu dis on va le faire en aéronautique ou n'importe quel sujet, l'environnement. Toi, tu peux être organisateur du salon, mais tu ne connais pas forcément grand-chose dans le secteur. Et après, tu fédères des spécialistes. Donc moi, l'idée, c'est de mettre la base en forme, de mettre une salle de conférence et d'aller chercher des spécialistes pour le faire. Et de chercher des moyens pour mettre en œuvre. Et c'est après, c'est ces spécialistes-là, l'agroforesterie, j'ai lu beaucoup de théories, mais je ne suis pas un agriculteur, moi je ne sais pas comment ça marche. Mais je vois que ça pousse. Et après, de modifier, c'est-à-dire la deuxième maison, elle aura des techniques que n'a pas la première. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe, un peu l'esprit Marathon des Sables, on a commencé avec un sac à dos et 3 copains, et c'est devenu une usine à gaz de 1500 personnes. Mais ça a mis 30 ans. Là, l'objectif, c'est de se dire, le faire avant que ça se casse la figure, de fédérer du monde. On a Lamia dans l'équipe déjà, on est très heureux d'avoir accueilli parce qu'elle s'est investie ces derniers jours là. Et puis d'arriver avec le même état d'esprit, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi Jean-Philippe, je l'ai rencontré hier soir pour la première fois, on s'est croisés sur le Marathon des Sables.
formidable. Mais franchement, il m'apporte énormément de choses parce que je suis pas technicien. Mais moi, j'imagine la vision globale et lui, il est en train de chercher comment on va faire pour y arriver. C'est la complémentarité, quoi. Et chacun a sa place dans la chaîne. Et Patrick insuffle l'énergie pour que tout son pédale. Je passe le micro. Bravo, Fred, en tout cas. Mais je pense que une chose importante, c'est que il y a beaucoup de gens qui font des choses super dans leur coin, mais les gens ne se connaissent pas et ne communiquent pas, tu vois. Alors on a peut-être un truc à inventer, Mehdi, toi qui es aussi fou que moi, et Fred également, c'est créer quelque chose qui réunisse tous ces gens qui font des choses qui ne se parlent jamais, quoi. Il y a peut-être une idée à creuser aussi comme ça. Monter un petit truc qui commence très modestement et qui pourra petit à petit rassembler un peu des gens de tous les coins du monde. C'est vrai. Jean-Philippe, tu veux nous dire un petit mot ? Oui, je voulais apporter une petite touche positive. Et en fait, ça a déjà commencé, puisque tu vas pouvoir le faire avec moi, puisque moi, j'ai déjà des gens qui le font, ça. J'ai cette chance, en apportant les solutions, de me promener un petit peu sur le continent africain. Déjà, je suis quelqu'un qui est persuadé que la planète s'en sortira par l'Afrique. Même si ça n'a pas été les premiers pollueurs, c'est l'Afrique qui sortira le problème. Et il y a plein de bonnes volontés. Je vais vous en donner deux. Au Burkina Faso, il y a un petit village qui a été créé, complètement écologique. On peut aller là-bas en vacances. Tout l'argent qui est payé, et bon, on est à 4 € la nuit. On peut participer à apprendre à faire le beurre de karité. Enfin, il y a tout un tas d'animations. C'est un village complet qui est fait là-dessus. Et tout cet argent est en permanence réinjecté dans le village pour continuer de le développer. Un deuxième exemple, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur français et congolais. Il vit à Paris, il a la double nationalité. Il a la chance d'avoir réussi sa vie et d'être très riche. Ça revient un petit peu, je dis ça par rapport à la question de tout à l'heure, mais c'est un projet immobilier. Au Congo, à environ 180 km de Brazzaville, il y a le pôle, la région du pôle, et un village qui s'appelle Voka. Enfin, il y a Voka, Boko, ils sont 2-3 villages. Dans les années 90, le Congo était ravagé par une guerre civile. Et il faut savoir qu'avant cette guerre civile, cette région, c'était le poumon de l'agriculture du Congo. Moi, souvent, c'est vrai qu'avec mon petit esprit français qui n'avait pas beaucoup voyagé avant, on a toujours tendance à penser que dès qu'on va arriver en Afrique, ils sont malheureux, ils n'ont rien à manger, il n'y a rien qui pousse. Le Congo, c'est une terre bénie. Tout pousse. Vous plantez un framboisier, et si je prends l'exemple du framboisier, c'est parce que je l'ai vu. En février, on a planté un framboisier. Au mois de mars, on mangeait des framboises. C'est quelque chose d'hallucinant. Et donc, cette personne a dépensé de son argent personnel pour recréer une coopérative agricole là-bas. Aujourd'hui, ils en sont à produire plus de 5000 œufs par jour. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, à Brazzaville, quand vous allez acheter des œufs pour vous faire une omelette, eh ben, ils viennent de France. Ils se sont tapés 24 jours de bateau. Avec tout ce que ça a consommé aussi comme énergie grise pour amener ça, hein. Les œufs sont, ils sont de la qualité d'œufs qui ont fait 24 jours, plus peut-être une semaine sur le port, plus encore dans les stocks, enfin quelque chose d'hallucinant. Et aujourd'hui, il en est avec, il a tout planté. Il y a les fruits, les légumes, il y a vraiment tout. Les abeilles qui font du miel. Et aujourd'hui, ils en sont même est en train de monter un hôtel. Un centre de formation pour les gens qui veulent apprendre comment on plante des légumes, etc. Donc vous voyez, il y a quand même du positif. Et c'est important de le dire parce que on voit toute la misère du monde, on voit nos Trump et compagnie qui sont pas foutus de se mettre d'accord, en tout cas de respecter ne serait-ce qu'un dixième de leurs engagements. Mais en fait, sur le terrain, il y a des gens qui misent de leur argent personnel sans avoir l'espoir de gagner un centime et qui font des choses fabuleuses. Donc voilà, c'était juste une petite aparté, une expérience vécue pour dire que tout n'est pas perdu, il y a beaucoup de positifs. Et effectivement, c'est cette rencontre de gens qui arrivent à se mettre ensemble. Donc moi, je l'ai rencontré, je suis en train de l'aider, on est en train de compléter. Et voilà, c'est bienvenue au club. Merci, c'est un très bon exemple. D'ailleurs, le Morocco Solar Festival, qui a fêté sa 3e édition cette année, a fait les petits, puisque avec Mehdi, nous sommes invités, le Maroc invité d'honneur, et avec Mehdi, à partir à Montréal au mois de juin, parce qu'il y a un autre festival solaire qui se crée là-bas. Donc, voilà, les idées, voilà, on fait les petits, on fédère, les échanges, et c'est quelqu'un aussi, Danielé, qui est venu au Marathon des Sables, qui a entendu parler de ce projet, et qui a eu envie de le faire aussi au Canada.